Comment notre univers est-il né? Et s'il semble déjà difficile de répondre à cette question, alors que dire de celle-ci? Qu'y avait-il avant notre univers? Alors que les scientifiques cherchent la réponse à la question la plus complexe de notre histoire, voyons ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent. Au XXe siècle, nous avons commencé à faire la lumière sur ce mystère, et tout cela grâce à un homme, Edwin Hubble. Un soir, sur le mont Wilson, en Californie du Sud, il a pointé son télescope vers le ciel et a découvert que ces nuages de gaz incohérents qui flottaient partout étaient en fait d'autres galaxies. Et il y en a beaucoup. Il a aussi appris autre chose. Une chose qui a changé le monde pour toujours. Ces galaxies bougent. Et alors, te demandes-tu peut-être? Eh bien, cela signifie une chose très importante. L'univers est en expansion. Et s'il est en expansion, alors il a probablement eu un commencement quelque part, non? Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de remonter le temps et de voir où se trouvait ce point de départ. Il a fallu aux scientifiques de nombreuses années supplémentaires pour formuler une théorie à part entière, la théorie du Big Bang. Et la voici. Rien ne s'est jamais trouvé nulle part, car ni quand ni où n'existait alors. Tu comprends? Sauf qu'en fait, non. Il y avait bien une chose. C'était la présumée singularité initiale. Un état de notre univers dans lequel il était incroyablement petit, dense et très, très chaud. Imagine que notre univers soit comprimé en une petite boule. La pression et la température à l'intérieur seraient énormes. À un moment donné, il est devenu impossible de les contenir. Et voilà le Big Bang. C'est une explosion d'énergie et de matière qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le temps et l'espace, les forces physiques de base. Il a aussi dispersé des quarks un peu partout. Ces quarks, les minuscules particules qui composent notre univers, bouillaient tous en une espèce de soupe cosmique incroyablement chaude. Lorsqu'elle a refroidi, la gravité a commencé à les attirer les uns vers les autres. Ils se sont rassemblés en atomes, puis en molécules, et enfin dans les premiers objets du cosmos, les étoiles. Et tout cela s'est produit il y a seulement quelques 12 à 14 milliards d'années. Très bien, maintenant nous savons comment notre univers a été créé. Mais qu'y avait-il avant cela? Alan Harvey Guth, un physicien théoricien et cosmologiste américain, a consacré toute sa vie à résoudre ce mystère. Après avoir découvert la théorie du Big Bang, Guth a décelé quelques failles dans cette théorie. Par exemple, la répartition de la matière semblait très uniforme, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Accrochons un ballon rempli de peinture au plafond et posons une toile blanche sur le sol. Si nous laissons tomber le ballon, il éclatera et nous verrons un chaos absolu se répandre sur la toile. Un amas de taches éparpillées partout au hasard, aucune semblable à une autre. Mais ce n'est pas vraiment à cela que ressemblait l'univers primitif. Au lieu de lancer un ballon de peinture depuis le plafond, dessinons un petit point rouge sur la toile. Maintenant, élargissons-le un peu plus. Et encore plus. Et capturons tout cela image par image. Nous verrons alors un cercle qui grandit progressivement dans toutes les directions. Voici donc la réalité. L'univers primitif était tout à fait uniforme et proportionnel. Et telle était la découverte de Guth, la théorie de l'inflation cosmique. Voici ce qu'elle avance. Même avant le Big Bang, il existait une sorte de force capable de donner une forte accélération à ce bang. Une chose qui était capable de tout répartir dans l'espace instantanément et de façon uniforme. La théorie de Guth a connu un grand succès, et maintenant la majorité des scientifiques En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford, nommé Andrei Linde, a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée, quelque part dans le monde, ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde.
Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir. Mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau dans le cerveau, soit de la matière noire dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les 2 cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst, est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de 2 galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter.
Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fine poussière spatiale. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins 200 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les 2 seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge. Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme. L'espace vide n'est pas vraiment vide. C'est du moins ce que dit la théorie quantique des champs. Il est en fait rempli de minuscules vibrations qui peuvent se transformer en particules virtuelles si elles ont suffisamment d'énergie. Ces particules virtuelles peuvent produire des paquets de lumière de faible énergie appelés photons. Il existe un élément commun à tous les trous noirs. Il s'agit de l'horizon des événements. C'est un point de non-retour. Cela signifie qu'une fois que quelque chose franchit ce point, il ne peut plus s'en éloigner, pas même la lumière. L'horizon des événements est entouré d'une force gravitationnelle extrêmement puissante. Les trous noirs survivent en engloutissant le gaz et les étoiles qui les entourent. Dans la plupart des cas, un trou noir est entouré d'un disque de matière tourbillonnant, appelé disque d'accrétion. Ce disque brille de 1000 feux, car tous les éléments qui s'approchent trop près de l'horizon des événements sont chauffés et déchiquetés avant que le trou noir ne les engloutisse totalement. Au fur et à mesure que la matière se rapproche, elle commence à voyager et à se déplacer de plus en plus vite en contournant le trou noir. Cela fait briller le disque d'accrétion et, en même temps, dessine l'ombre du trou noir, qui est en fait l'horizon des événements dont nous parlons. Les trous noirs pourraient même vouloir se cacher, mais ils le font terriblement mal. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité plie et déforme l'espace et le temps. Cela signifie que plus on se rapproche de cette attraction gravitationnelle extrêmement puissante autour du trou noir, plus l'espace et le temps qui l'entourent sont déformés. Et dans cet espace tordu, il y a de minuscules particules et champs. En raison de l'extrême torsion de la gravité, ces particules et ces champs commencent à se comporter de manière inhabituelle, par exemple en créant des photons qui sortent de nulle part.
C'est de cela que parlait Stephen Hawking il y a près de 50 ans, 1974. Et ce n'est pas tout. Il a également suggéré que si ces particules trouvent un moyen de s'échapper d'un trou noir, elles lui volent une partie de son énergie. Et à cause de ces voleurs, le trou noir perd son énergie au fil du temps jusqu'à ce que, à un moment donné, il disparaisse complètement. Il a suggéré que les trous noirs libèrent de l'énergie sous forme d'énergie thermique ou de chaleur, appelée rayonnement de Hawking. Ce rayonnement ne contient aucune information. Cela signifie que lorsqu'un trou noir s'évapore, il détruit toutes les informations qu'il possédait sur l'étoile qu'il a créée. Nous n'avons donc aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Et c'est un peu déroutant parce que les lois de la mécanique quantique disent comment que l'information ne peut pas être détruite. Ce conflit est appelé paradoxe de l'information de Hawking. Selon Hawking, toutes ces informations ne sont pas vraiment perdues, mais stockées dans un nuage de particules d'énergie nulle qui entourent le trou noir. C'est ce qu'il appelle le soft hair. Cette nouvelle étude apporte une solution possible à ce paradoxe. Peut-être le rayonnement de Hawking est-il non thermique. Au lieu de dégager de la chaleur, il est possible... La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie. Et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement. C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière. Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement. Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant. Lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux.
Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles, environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille. Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes, sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés. Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation, mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune. Et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune. L'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire, ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées, et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison. D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre.
Vous savez comment tout a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Bam! Non, non, attendez, je peux faire mieux. Badaboum. Non, c'est... peu importe. Et l'univers ne cesse de s'étendre depuis. À ses débuts, il était entièrement composé de gaz, principalement d'hélium et d'hydrogène. Au cours de milliards d'années, le gaz s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des galaxies, des étoiles et d'autres choses mystérieuses dans l'espace, que nous essayons d'explorer aujourd'hui, se sont formées sous l'action des forces gravitationnelles. Et dans ce Capharnaüm, il y a environ 4,6 milliards d'années, notre magnifique planète est également apparue. Tout a commencé par un disque de gaz et de poussière qui orbitait autour de notre jeune Soleil, exactement comme c'était le cas pour le reste des planètes de notre système solaire. Ce disque était constitué de gaz et de particules de poussière de différentes tailles. Elles tournaient autour du Soleil à des vitesses différentes et sur des orbites qui n'étaient pas plus stables que prévisibles. Elles se heurtèrent constamment les unes aux autres. Ces particules ont grandi à partir de très petits grains de poussière pour devenir des rochers, et plus tard, des corps plus grands appelés planétésimaux, qui se déclinaient en objets de quelques kilomètres à plusieurs de centaines de kilomètres de diamètre. Ces planétésimaux qui orbitaient autour du Soleil au sein du disque avaient une force gravitationnelle suffisante pour attirer d'autres objets du voisinage hors de leurs orbites et entrer en collision avec eux. À mesure qu'ils se heurtèrent sans cesse, ils devenèrent de plus en plus gros, jusqu'à atteindre des diamètres de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pratiquement la taille de Mars et de notre Lune. Nous savons tout cela grâce aux météorites. Elles proviennent de différents endroits de notre système solaire et apportent toutes sortes de matériaux à notre planète. Elles nous donnent quelque chose d'intéressant à étudier et à apprendre sur notre propre système et sur sa formation. Ces matériaux comprennent de très petits morceaux de poussière et de roches appelées chondres, qui ont traversé le chaos et survécu aux moments difficiles qui ont précédé la création des planètes. Les météorites apportent également des morceaux d'astéroïdes et de planétésimaux, laissés après la fin du processus de formation des planètes. Alors que ces objets se formaient, certains éléments radioactifs comme l'uranium et le hafnium ont été piégés à l'intérieur des minéraux et en sont devenus partie intégrante. C'est ainsi que les scientifiques ont pu déterminer leur âge. Mais la phase finale de formation de notre planète, et de façon générale, tout ce chaos qui agitait notre système solaire a peut-être pris un peu plus de temps. Jusqu'à 100 millions d'années de plus environ. C'est alors que le dernier grand impact s'est produit et que la Terre a finalement atteint sa taille actuelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle a heurté un autre objet presque aussi grand que Mars. Cette collision a été si puissante que l'impact a produit assez d'énergie pour vaporiser une partie du métal et de la roche à la fois sur Terre et sur ce planétoïde. Et cette vapeur a créé un disque qui a entouré notre planète. Celui-ci s'est refroidi et regroupé après un certain temps. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la Lune. Notre Lune est le fruit des débris de cet impact, qui était une combinaison de gaz chaud et de roches en fusion. Il existe cependant d'autres théories sur la formation de la Lune. La théorie de la fission prétend qu'elle se serait simplement détachée de la Terre. La théorie de la capture suggère que la Lune se serait formée ailleurs dans notre système solaire. À un moment donné, alors qu'elle se promenait, elle se serait tellement rapprochée de la Terre qu'elle aurait fini par être capturée par sa gravité. Enfin, les partisans de la troisième théorie, celle de la coformation, pensent que la Lune et la Terre se sont formées simultanément à partir du même disque protoplanétaire. Avant la formation de la Lune, la Terre était un endroit très différent. Si vous pouviez passer une seule journée sur cette Terre sans la Lune, vous seriez d'abord surpris par le cycle des jours et des nuits. Il ne serait pas aussi régulier qu'il l'est aujourd'hui car la Lune aide à stabiliser l'axe de la Terre. Les jours étaient plus courts à l'époque car la Terre tournait beaucoup plus vite avant la formation de son satellite. Sa force gravitationnelle a ralenti la rotation de notre planète, ce qui signifie que les jours se sont allongés. La rotation de la Terre ralentit d'ailleurs avec le temps, mais à un rythme vraiment faible. Selon certaines prévisions, d'ici 1 milliard d'années, une journée typique durerait entre 25,5 et 31,7 heures. Si 24 heures ne vous suffisent pas, attendez donc simplement 1 milliard d'années. Mais oui, si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son temps, vous auriez très certainement dû vous dépêcher à cette époque. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à faire pour passer le temps, à part naviguer sur de la lave, ramasser des cailloux ou espérer ne pas se faire frapper par une météorite de passage. Non seulement la Terre était très probablement une boule de lave en fusion,
Mais son paysage était également rocheux et stérile. La Lune à ses premiers stades était aussi extrêmement chaude. Elle était probablement semblable à une boule partiellement fondue, suspendue au-dessus de notre planète. Aïe! Mais si vous étiez assez patient, peut-être assisteriez-vous à quelque chose de vraiment cool. De l'eau arrivant sur notre planète pour la toute première fois. Une pluie de météores enflammés est tombée du ciel, et ils n'ont cessé de s'abattre sur notre jeune Terre. Cela a pu sembler dévastateur au début, mais certains de ces débris contenaient probablement de l'eau. Beaucoup pensent que les astéroïdes et les comètes qui ont heurté notre planète transportaient de petites quantités d'eau. Mais étant donné que cette pluie de météorites a duré plus de 20 millions d'années, peut-être même jusqu'à 200 millions, il n'est pas si invraisemblable qu'après un certain temps, des flaques d'eau aient commencé à se former à la surface. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, elle est finalement retombée, formant des lacs, des rivières, des mers et enfin des océans. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'une vie primitive a eu la chance d'évoluer. La Terre a entamé sa transition d'une boule de magma incandescente au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, il aurait été trop difficile pour la vie d'exister. Et même si cela s'était produit d'une manière ou d'une autre, toutes ces collisions de météores l'auraient probablement anéanti. Vous ne pourriez pas non plus survivre ici sans bouteille d'oxygène. La Terre avait une atmosphère, mais elle n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'elle se composait de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniac et d'autres gaz libérés par l'activité volcanique. En gros, elle était bien trop toxique car des éruptions volcaniques se produisaient tout le temps. Et les températures étaient bien plus élevées, de sorte qu'exister à ces premiers stades de notre Terre n'aurait pas été une expérience très agréable. Il pourrait tout de même y avoir eu quelques formes de vie à cette époque. À ses débuts chaotiques, la Terre n'était pas recouverte d'océans, d'arbres ou des paysages époustouflants d'aujourd'hui, mais de magma en fusion. La forme de vie la plus ancienne que nous connaissions sont des fossiles de micro-organismes retrouvés dans des cheminées hydrothermales. Et on pense qu'ils ont environ 3,4 milliards d'années. Les scientifiques estiment que le moment où la vie aurait pu apparaître pour la première fois sur Terre serait il y a environ 4,2 milliards d'années, plus ou moins. Ainsi, avec le bon équipement, vous pourriez même observer des organismes unicellulaires, comme des bactéries quelque part à la surface de notre planète, et ce même avant l'apparition de la Lune. L'attraction gravitationnelle de celle-ci sur la Terre crée des marées de nos océans, ce qui signifie qu'elle a probablement aidé à mélanger et faire circuler l'eau des mers, et peut-être même à les façonner. Les marées, sans la Lune, seraient beaucoup moins importantes, car c'est son attraction qui provoque la montée et la descente des eaux. La Lune affecte également la vie dans l'océan. Au fil du temps, les animaux marins ont évolué et se sont adaptés à l'altération du niveau des eaux causée par la gravité lunaire. Même la lumière de la Lune a un grand effet sur les créatures marines. Les coraux, par exemple, utilisent le cycle de la Lune pour libérer leurs œufs en même temps, lorsque des marées plus fortes aident à transporter leurs œufs. Les bébés tortues marines utilisent la lumière de la Lune qui scintille sur l'eau pour les guider de leur lieu de naissance à l'océan. Qui sait quelle direction la vie sur Terre aurait prise si, à un certain moment, il y a